Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit du Chan à travers quelques Kong-an ou Koan. Nous préférons parler de l'esprit du Chan plutôt que de la philosophie du Chan, car le Chan n'est pas à proprement parler un système philosophique, même s'il était profondément enraciné dans le bouddhisme et dans le taoïsme. L'esprit du Chan est connu pour être difficile à définir et à cerner et à analyser intellectuellement. Dans les années 30, a eu lieu un débat à ce sujet entre deux spécialistes de la philosophie orientale, l'érudit japonais Daisetsu Suzuki, connu pour avoir apporté la connaissance du zen au monde occidental, et l'écrivain et philosophe chinois Hu Shi, en vietnamien Ho Thích. Pour Suzuki, le zen est irrationnel, illogique et au-delà de toute compréhension humaine, c'est-à-dire d'une toute autre dimension, inaccessible à une approche intellectuelle rationnelle. Pour Ho Shi, qui était en total désaccord avec ce point de vue, le mouvement Chan, pour lui, fait partie intégrante de l'histoire de la pensée chinoise, et même s'il paraît irrationnel et illogique, son enseignement peut parfaitement être étudié et compris par une approche historique en plaçant chaque cas dans son contexte particulier. Comment le Chan était-il enseigné en Chine? Voyons tout d'abord comment le Chan était enseigné en Chine. Suivant les trois périodes que nous avons vues, la période légendaire des 6 premiers patriarches, la période classique des grands maîtres iconoclastes et la période littéraire de la maturité. Autrement dit, comment l'esprit Chan a été transmis d'une génération à l'autre par une relation essentielle qui était la relation de maître à élève. En effet, la transmission du Dharma devait en principe se faire directement et non pas par l'intermédiaire de moyens d'instruction, comme l'énonçait le quatrain fondateur du Chan, transmission en dehors de l'enseignement, ne reposant pas sur les écritures. Dans les périodes légendaires et classiques, les maîtres Chan n'ont guère laissé d'enseignement par écrit. Certains, comme Wen Mun, interdisaient même à leurs élèves de prendre des notes. Néanmoins, après leur disparition, certains élèves consignaient leur enseignement dans des recueils appelés les entretiens, tels les entretiens de Mato, de Chiu Chiu, de Lumte, de Wen Mun. Donc, je vais utiliser les termes en vietnamien qui sont plus familiers pour les Vietnamiens. Et puis, dans le texte qui vous sera transmis, il y aura des termes en chinois. Donc, ces entretiens, les plus célèbres de ces entretiens étaient de Lumte, c'est-à-dire le Lumte Luk. Ils étaient relativement succincts et ne comportaient aucun commentaire. Dans la période littéraire, par contre, sous la dynastie des Tong, sont apparus de nombreux et volumineux recueils, ajoutant à la compilation d'histoires anciennes des commentaires de leur auteur. Il s'agit de recueils de Kong-an, en japonais Koan, qui étaient de véritables moyens d'enseignement, aidant à la réalisation des élèves. En effet, le nombre d'élèves s'est tellement accru jusqu'à 1000 à 2000 élèves par maître que de nouveaux moyens d'enseignement sont devenus nécessaires et entraînant de ce fait un certain formalisme et une relative perte de fraîcheur et de créativité dans la relation de maître à élève.
Alors, dans cette catégorie, dans cette période littéraire, on note 4 principaux recueils. Le recueil de la transmission de la lampe, Chuen Dang Lo. Le recueil de la sérénité, Thong Dung Lo. Le recueil de la falaise turquoise, Bik Nham Lo. Et le passe sans porte, Vô Môn Quan. Parmi eux, le plus simple et le plus accessible est sans doute Passe sans porte, comportant seulement 48 Công An, chacun suivi de commentaires et d'un court poème de l'auteur réunis en un seul volume. Alors, qu'est-ce qu'un Công An et quelle est son utilisation? Công An, en japonais Koan, en vietnamien Công An, signifie étymologiquement Công veut dire public et An veut dire jugement. Donc Công An veut dire jugement public. C'est en fait un problème ou un sujet de méditation qu'un élève reçoit de son maître et doit garder présent à l'esprit sans recourir à la réflexion et au raisonnement logique jusqu'à ce qu'un jour, la solution lui apparaisse soudainement et intuitivement, dans toute sa clarté. Il s'agit habituellement d'une anecdote ou d'un dialogue entre maître et élève et dont la particularité est d'être paradoxale, c'est-à-dire contraire au sens commun, contraire à la logique, voire absurde. Parmi les Công An, on distingue le Thoại Đầu, en japonais, Wato, qui signifie mot ou tête. Thoại, ça veut dire mot, et Dao, tête. C'est un mot ou une expression clé, une question fondamentale qui est posée par un maître. Par exemple, quel est votre visage originel avant la naissance de vos parents? Ou bien, lorsqu'on frappe des deux mains, un son se produit. Quel est le son d'une main? Voilà des exemples de Thoại Dao. En pratique, le Công An est un moyen d'éducation, un complément utile à la méditation et souvent utilisé par l'école Lâm-Thé ou Rinzai au Japon, qui est partisan de l'éveil subi, alors que l'école Tao-Do, Soto au Japon, qui est partisan de l'éveil graduel, le considère comme secondaire, voire inutile. Donc, Công An, c'est surtout l'école Linh-Chi ou Lâm-Thé ou Rinzai. En quelques siècles, son usage s'est de plus en plus répandu, si bien qu'il est devenu une sorte de passage obligé, un sujet de thèse conventionnelle remplaçant la transmission directe d'esprit à esprit entre maître et élève. Cet effet pervers a été critiqué par certains maîtres eux-mêmes en mettant en garde contre toute généralisation, car chaque histoire s'est passée dans un contexte particulier, dans une relation personnelle entre maître et élève. C'est le recueil Passe sans porte dont nous allons nous servir pour essayer de comprendre l'esprit du Chan à travers ces Công An. Passe sans porte, Vô Môn Quan est un recueil de Công An qui a été compilé et publié en 1229 par Vô Môn Huệ Khai. Il est né en 1183 et est mort en 1260. C'est un moine de la branche Zunki de l'école Lâm-Thé et dont le nom signifie sans porte, ouverture vers la sagesse. Vô Môn signifie sans porte et Huệ Khai, ouverture vers la sagesse. Ayant lui-même reçu de son maître Nguyệt Lâm Sư Quán un Công An sur le veau de Chiêu Chiêu,
Il s'y appliquait pendant 6 ans avec tellement d'assiduité qu'au lieu de se reposer entre les séances de méditation, il marchait de long en large dans le couloir et se cognait la tête contre un pilier pour se réveiller. Et un jour, en entendant la cloche sonner l'heure du repas, il réalisa soudainement l'éveil et composa à cette occasion un poème. Un coup de tonnerre dans un ciel ensoleillé, tous les êtres sur terre ouvrent les yeux, l'univers en un seul mouvement s'incline, le mont Sumeru saute de joie et danse. Il courut annoncer la nouvelle à son maître, qui lui demanda « Pourquoi diable cours-tu ainsi ?» Il poussa un cri, son maître fit de même, il cria encore, puis ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Peu après, Vaumôn composa un quatrain ne comportant que le mot « veau ». Veau, 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 veau. En chinois, wu, 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 etc. Passe sans porte est la traduction française de Vaumôn Quang. Vaumôn, qui est le surnom de l'auteur, signifie aussi sans porte. Quan signifie passage ou porte. Cette expression paradoxale de passage à travers un mur ou une barrière sans porte est sans doute liée à la notion de vacuité dans le Chan. Si on réalise cela, la porte, qui est une fabrication de l'esprit, disparaît et le passage se fait tout seul. Le recueil se compose de 48 courtes histoires ou anecdotes appelées tak, règles, et dont les principaux personnages sont les maîtres Chan et leurs élèves, et parfois le Bouddha lui-même, ses grands disciples ou des bodhisattvas. Chaque histoire est suivie d'un commentaire, puis d'un quatrain de l'auteur, sur un ton souvent humoristique et moqueur, parfois irrespectueux. Le but est de provoquer le grand doute, qui était l'un de ses procédés d'enseignement favoris. Comme il y a 48 Kong'an, ça fait quand même beaucoup, et donc nous choisirons les 15 plus représentatives en les regroupant par thème. Le premier thème, c'est la négation Wu ou Vo. Elle occupe une place importante, comme l'atteste le commencement du recueil par la règle 1, le chien de Chao Chou, c'est-à-dire Chiao Chou en vietnamien. Un moine demanda à Chiao Chou, le chien a-t-il aussi la nature de Bouddha? Non, Vo, lui répond Chiao Chou. Chiao Chou était un maître Chan original et réputé du 9e siècle, qui a laissé un grand nombre de Kong'an. Celui-ci, sur la nature de Bouddha chez le chien, est sans doute l'un des plus célèbres, ayant provoqué l'éveil chez de nombreux élèves devenus des maîtres Chan, parfois par le seul mot Vo qui signifie non. Ici, l'élève à qui on avait toujours répété que tous les êtres vivants possédaient la nature de Bouddha a été probablement désarçonné par la négation Vo brutale du maître. En réalité, la signification de la réponse dans son Kong'an n'a aucune importance. À la même question posée par une autre fois par un autre moine, Chiao Chou aurait répondu par l'affirmative « oui ». En fait, la réponse dépend de l'interlocuteur, ou plus exactement de la réaction que le maître veut provoquer chez l'élève. Dès le moment où celui-ci cherche la réponse, hésite un seul instant entre le non et le oui, ou s'égare entre l'être et le non-être, il est déjà dans l'erreur. Le veau de Chiao Chou est ainsi comparable à une épée qui oblige à lâcher en tranchant net toute prise
conceptuelle. Un autre exemple de réponse négative est donné dans la règle 33, ni l'esprit, ni le Bouddha. Un moine demanda à Mato, qu'est-ce que le Bouddha? Ni l'esprit, ni le Bouddha, répondit celui-ci. La négation ici ne se comprend bien que si on la place à côté de l'affirmation de la règle 30, l'esprit même, c'est le Bouddha. Tai Mai, qui est un autre maître, demanda à Mato, qu'est-ce que le Bouddha? L'esprit même, c'est le Bouddha, répondit le maître. Ces deux réponses apparemment contradictoires montrent qu'en réalité, leur sens n'a guère d'importance au lieu du maître Chan. Il s'agit seulement de provoquer un choc psychologique chez l'interlocuteur par une réponse adaptée à son état d'esprit. Lorsque quelqu'un recherche le Bouddha à l'extérieur, le maître le ramène à son mental intérieur. Lorsque quelqu'un s'accroche à son mental, le maître sème chez lui le doute et lui assène un coup assez fort pour lui faire lâcher prise. Dans la règle 3, le doigt de Cauchy, le mot veau n'est plus prononcé, mais l'action fut un veau retentissant. En réponse à des questions qu'on lui posait sur le Chan, le maître Cauchy ne faisait que lever un doigt. Un jeune novice se mit à l'imiter. Et à quelqu'un qui lui posa la question « Quelle est l'essence de la loi que prêche votre maître ?» Il leva lui aussi un doigt. Ayant appris cela, Cauchy prit un couteau et lui coupa l'extrémité du doigt. Le novice s'enfuit en larmes en criant de douleur. Rappelé par Cauchy, il se retourna et vit celui-ci lever le doigt à son tour. C'est alors qu'il réalisa soudainement l'éveil. À l'approche de sa mort, Cauchy confia à ses disciples « J'ai obtenu le Chan à l'aide d'un seul doigt de mon maître Tianlan et je l'ai utilisé inépuisablement toute ma vie. » Il est certain que l'éveil du jeune novice n'avait rien à voir avec son doigt, ni celui de Cauchy. Ce serait plutôt le contraste frappant entre le doigt indemne du maître et celui coupé de l'élève qui aurait permis, comme un éclair, de transpercer le nuage épais de son ignorance. L'action du maître, à la manière de Mato, fut brutale certes, mais salutaire. Sans celle-ci, l'élève serait longtemps resté attaché au doigt et dans l'erreur de prendre le doigt pour la lune, pour reprendre une expression bouddhique bien connue. Le deuxième thème que nous allons prendre, c'est la négation de la négation. L'histoire suivante figure dans un autre recueil de Kong Han, mais elle est édifiante, car elle nous montre que dans l'esprit du Chan, l'attachement à la négation même doit être abandonné. Un moine rendit visite à Chiu Chiu et lui dit « Je n'ai rien apporté avec moi. »« Abandonné, répondit le maître. Mais je n'apporte rien. Que dois-je abandonner? Si vous ne pouvez rien abandonner, allez-vous-en en l'emportant. Sur ces mots, le moine réalisa l'éveil. Dans cette histoire, le moine était préoccupé par le fait de venir les mains vides. Il était attaché à ce rien. Et ce fut la réponse de Chiu Chiu, niant la négation, qui lui a fait réaliser que ce rien n'existait vraiment pas. Troisième thème, le piège de la dualité. La règle 5, Hung Yim et l'arbre, nous donne un exemple d'une impasse devant une dualité. Le maître Hung Yim dit « Supposons qu'un homme soit suspendu à un arbre au-dessus d'un précipice, se tenant uniquement par les dents
à une branche. Alors, sur cette photo, il tient par la main, mais dans l'histoire, il se tenait par les dents à la branche, sans pouvoir se servir de ses mains, ni de ses pieds. Et que quelqu'un lui demande alors quel est le sens de la venue en Chine du premier patriarche. En ne donnant pas de réponse, il contrevient à l'attente du questionneur. Et en répondant, il tombe dans le précipice et perd la vie. Que doit-il faire alors? Le commentaire de Vaumone, de l'auteur de Passe sans porte, pour cette règle, se termina par un poème acerbe. Hương Nghiêm crée vraiment des histoires. Sa méchanceté est sans limite. Il rend le pauvre moine muet et fait jaillir des yeux de démon de tout son corps. Bien sûr, il ne peut y avoir de réponse valable. L'élève se retrouve dans une impasse. Et c'est ce que recherche le maître, en lui faisant réaliser que l'impasse résultant de cette dualité n'est qu'une création de toute pièce, une illusion comme tant d'autres, et dont l'auteur n'est que lui-même. Dans la règle 43, le bâton de bambou de Trousseau, la question est l'appellation de l'objet même. Le maître Trousseau montre un bâton de bambou au moine et dit « Si vous appelez ceci un bâton de bambou, vous vous compromettez. Si vous ne l'appelez pas bâton de bambou, vous êtes dans l'erreur. Alors, comment l'appelez-vous » En pressant ses élèves de répondre, le maître les accule dans une impasse. Impossible d'utiliser la parole, impossible de ne pas l'utiliser. Nommer l'objet, c'est s'attacher au nom. Ne pas le nommer, c'est nier la réalité. La seule façon de s'en sortir, c'est d'aller au-delà de cette dualité, soit en s'exprimant sans parole, soit en démontrant que la question est absurde. Donc, le quatrième thème, qui est lié au précédent, est s'exprimer sans parole. La règle 40, Cuisson renverse la carafe d'un coup de pied, illustre très bien la compréhension au-delà de la parole dans l'esprit Chan. Cuisson était chargé de la cuisine dans la communauté des moines du maître Bakchur. Celui-ci devait désigner parmi ses élèves le maître du mont Dai Quy. Il convoqua Cuisson et le supérieur Hoa Lâm afin de départager par un débat devant la communauté. Bakchur posa une carafe d'eau par terre et demanda « Sans l'appeler carafe, comment le désignez-vous » ? « On ne peut l'appeler un bout de bois, » répondit le supérieur. Bakchur se tourna vers Cuisson. Celui-ci, sans dire un mot, renversa la carafe d'un coup de pied et s'en alla. Bakchur conclut en riant, le supérieur a été battu par la montagne. Sun signifie montagne. Donc, il veut dire que Cuisson a gagné en désignant, sans parler, sans parole, la carafe, en lui donnant un coup de pied. Voilà. Donc, il a été nommé fondateur de Dai Quy. Ainsi, alors que le supérieur Hoa Lâm se trouvait encore englué dans la description verbale, Cuisson est parvenu à s'affranchir de toute entrave, dépassant la parole, l'affirmation et la négation, en désignant d'un simple geste l'objet qui est immédiatement reconnu sans ambiguïté. Le cinquième thème, c'est l'absurdité de la question. Une autre façon de répondre est de démontrer l'absurdité de la question ou bien le caractère illusoire du choix entre les deux réponses. La question absurde, réponse absurde, pourrait-on dire. Ainsi montre
le montre la fameuse règle 14, Nam Tuyen, fend le chat. Comme deux groupes de moines des salles Est et Ouest se disputèrent un chat, le maître Nam Tuyen saisit l'animal et leur dit « Si vous pouvez dire un mot, il aura la vie sauve. Sinon, je le fendrai avec cette épée. » Les moines restaient muets. Alors Nam Tuyen fendit le chat en deux. Le soir, lorsque Chiao Chiao rentra, le maître lui raconta l'histoire et lui demanda comment il aurait réagi. Sans dire un mot, Chiao Chiao se déchaussa, posa une chaussure sur sa tête et s'en alla. Nam Tuyen soupira. Si tu étais là, tu aurais pu sauver le chat. En écoutant cette histoire, les âmes sensibles seraient sans doute choquées par la cruauté de Nam Tuyen envers le chat. Comment un maître Chan, un moine, pourrait-il tuer un animal pour éprouver ses élèves? Qu'en est-il de la compassion, de l'empathie bouddhiste? Certes, on peut aussi se poser la question de la véracité de cette anecdote. Ne s'agit-il pas plutôt d'un objet, par exemple d'une figurine en bois que les moines se disputaient et que le maître détruirait si ceux-ci échouaient dans leur plaidoirie? En tout cas, il n'est pas question ici de moralité. Et dans l'esprit du Chan, l'attachement à la moralité est lui-même une entrave à la réalisation de la nature de soi. Les disciples se retrouvent là encore devant un choix impossible, on pourrait dire cornélien. Si l'un d'eux ouvrait la bouche pour réclamer l'appartenance du chat à son groupe, ou même pour implorer la vie sauve au chat, il serait dans l'erreur, et ne rien dire conduirait à ce que l'on sait. Dans ce Kong-an, il faut surtout voir que le geste farfelu et excentrique de Chiao Chiao était en réalité une parade extrêmement habile, comme un coup d'épée arrêtant net l'attaque du maître. À question absurde, réponse absurde. À action de fou, réaction de fou. Par son geste, Chiao Chiao a montré que l'action de tuer le chat était aussi absurde et folle que de mettre une chaussure sur la tête. Le maître a reconnu sa défaite et le chat aurait pu être sauvé. Sixième thème, les réponses incongrues, un rappel à l'instant présent. Dans de nombreuses histoires Chan, les réponses des maîtres apparaissent comme incongrues, grotesques, absurdes ou complètement à côté de la question. Dans la règle 18, dans Sun et les 3 livres de l'un, un moine demanda au maître Dong Sun, qu'est-ce que le Bouddha? 3 livres de l'un, répondit celui-ci. Dans la règle 37, le cyprès dans le jardin, un moine demanda à Chiao Chiao quel est le sens de la venue d'Occident du premier patriarche. Le cyprès dans le jardin, répondit le maître. Et dans la règle 24, quitter la parole, la réponse est moins sèche et empreinte de poésie. Un moine demanda au maître Feng Yue, la parole réduit, le silence sépare. Comment passer sans commettre d'erreur? Je me souviendrai toujours de l'atmosphère de mars dans le Jiangnam où les perdrix chantent parmi les centaines de fleurs parfumées, répondit celui-ci. En fait, il s'agit d'un vers du grand poète Do Fu de la dynastie des Duan, permettant d'aller au-delà de la parole et du silence dans une certaine mesure de calmer l'anxiété de l'interlocuteur par la belle atmosphère sereine ainsi évoquée. Les réponses des maîtres Chan, aussi incongrues soient-elles, ne sont guère choisies par hasard.
et vise à la fois à démontrer à l'interlocuteur l'impossibilité d'une réponse logique, l'entraînant dans le cercle infernal de la conceptualisation et de la parole, et à le faire revenir au présent immédiatement accessible, comme le cyprès que l'on voit dans le jardin, ou 3 livres de lin dont le maître vient peut-être d'en parler, ou le poème qui lui revient à l'esprit. Ainsi, dans la règle 7, va laver ton bol, le maître rappelle à l'élève que le chan n'est rien d'autre que l'attention à l'instant présent. Un moine demanda à Chiu Chiu, « Je viens d'entrer au monastère, maître. Enseignez-moi, s'il vous plaît. As-tu pris la soupe de riz? Oui. Alors, va laver ton bol. Le moine saisit immédiatement. Une anecdote semblable raconte la rencontre entre Chiu Chiu et Lemte. Celui-ci était en train de se laver les pieds au bord de la rivière. Quel est le sens de la venue d'Occident du premier patriarche demanda Chiu Chiu. Vous voyez bien, je me lave les pieds, répondit Lemte. Le premier fit mine de tendre l'oreille en s'avançant vers l'autre. Il faut que je vous verse une deuxième écope d'eau sale, dit Lemte. Sur ce, Chiu Chiu s'en alla. Ainsi, tous les maîtres Chan n'ont de cesse que de rappeler à l'élève de revenir au présent, de vivre pleinement l'instant, de garder l'attention, c'est-à-dire étymologiquement, garder le mental au présent. Le mot niet en chinois s'écrit avec chin, kim en haut et tum, kim qui veut dire présent et tum qui veut dire mental en bas. Donc, niet, la juste attention ou chaniep samasati veut dire garder l'attention au présent. Et il fait partie de l'octuple chemin enseigné par le Bouddha Gautama. Pour le pratiquant Chan, il n'y a rien qui ne soit Chan. Non seulement le lin, le cyprès, le bol de soupe, l'eau pour laver les pieds, mais aussi les montagnes, la mer, le chant des oiseaux, la crotte de cheval, tout ce que l'esprit perçoit est Chan. Le 7e thème, le mental ordinaire, c'est la voix. C'est ce qui illustre la règle 19. Le mental ordinaire, c'est la voix. Chiu Chiu demanda à Nam Tuen, « Qu'est-ce que la voix ?» Le mental ordinaire, c'est la voix, répondit le maître. Alors, comment l'atteindre? Si vous avez l'intention de l'atteindre, vous êtes déjà dans l'erreur. Sans l'intention, comment savoir si c'est la voix? La voix n'appartient ni à la connaissance, ni à la non-connaissance. Connaissance est illusion, non-connaissance est indifférence. Si vous atteignez la voix, c'est comme si vous vous trouvez devant la grande vacuité. Comment discriminer le vrai et le faux par des mots? Sur ce, Chiu Chiu réalisa immédiatement l'éveil. Vaumone commenta cette règle par le poème. Au printemps, des fleurs par centaines, en automne la lune, en été le vent frais, en hiver la neige. Lorsqu'aucun souci ne vient troubler le mental, ce n'est que du beau temps sur la terre. Rien ne paraît plus simple que d'avoir un mental ordinaire, simple, naturel, détaché. Et pourtant, ce n'est pas chose aisée, car le mental se complique souvent et il faut une pratique assidue pour le rendre ordinaire, tout en ne le recherchant pas, car rechercher, comme le dit Nam Tuen, c'est déjà s'encombrer d'idées inutiles, c'est déjà être dans l'erreur. Enfin, dernier et
8e thème, ne pas s'attacher aux apparences. L'un des grands défauts humains est l'attachement à l'apparence et aux attributs imaginaires de divers personnages, notamment de ceux qui respectent le plus. C'est ce que la règle 21, bout de crotte séchée, dénonce. Un moine demanda à Venmone, qu'est-ce que le Bouddha? Un bout de crotte séchée, répondit le maître. Pour un croyant monothéiste, ce serait un blasphème de traiter Dieu ou son envoyé ainsi. Pour un bouddhiste fervent, ce serait une injure grossière et irrespectueuse. Mais dans le Chan, il n'est pas rare d'entendre d'autres paroles inconvenantes, comme « ne rêve pas à haute voix » ou bien « rince-toi la bouche après ces mots qui puent » ou encore « verse-moi de l'eau pour que je me lave les oreilles », etc. On a encore parfois traité Bouddha de criminel, des bodhisattvas, de puanteurs, de déchets, etc., etc. Donc, toutes ces paroles sont des paroles iconoclastes qui cherchent un peu à détruire l'image idéale dont on se fait de beaucoup de personnages. Et en réalité, là encore, la réponse n'a aucun sens en elle-même. Elle vise seulement à ébranler l'interlocuteur en assénant un coup à ses préjugés. En posant la question, le moine avait déjà en tête l'image d'un Bouddha parfait, pur, sacré, etc. Un Bouddha imaginaire, imposteur, que le maître doit démasquer, démolir, en le traitant de bout de crotte séchée. C'est cela, tuer le Bouddha. Tuer dans le sens figuré, bien sûr, le faux Bouddha que chacun a construit dans son esprit, auquel il est attaché. Ce dialogue n'est pas sans rappeler un propos de Tuệ Trung Thượng Sĩ, l'un des plus grands maîtres thiền vietnamiens, qui était précepteur du roi Trần Nhân Tông, fondateur de la secte thiền Trúc Lâm Yên Tử. Un moine demanda à Tuệ Trung Thượng Sĩ comment purifier le corps du Dharma. Aller et venir dans la piste de buffle, tourner et retourner dans les crottes de cheval, répondit le maître. Cela paraît grossier et vulgaire, et pourtant, pour celui qui a réalisé sa propre nature et celle du monde, uriner, déféquer sont aussi naturels que manger et boire. Et une crotte de cheval n'est pas plus impure qu'une fleur de lotus. Pureté et impureté ne sont que des fruits de la discrimination intellectuelle, des illusions produites par l'esprit humain. En fin de compte, que nous apprennent ces histoires Chan? Au terme de cette revue de divers Kong Han, que nous avons regroupés sous plusieurs thèmes, la négation de la négation, le piège de la dualité, s'exprimer sans parole, l'absurdité de la question, le rappel à l'instant présent, le mental ordinaire, c'est la voix, ne pas s'attacher aux apparences. Que pouvons-nous penser de l'esprit du Chan? Est-il aussi insaisissable que le disait Daisetsu Suzuki, car irrationnel et illogique au-delà de toute compréhension intellectuelle, ou au contraire, comme le pensait Hushi, peut-on l'interpréter grâce à une approche historique comme une méthode particulière d'enseignement? Personnellement, je pensais au début comme Suzuki, et je plaisantais volontiers avec des amis sur ces histoires rocambolesques zen. Mais aujourd'hui, je les considère plus sérieusement comme Hushi, car je ressens derrière les propos et les gestes bizarres, extravagants, apparemment absurdes des maîtres Chan, le même état d'esprit, la même intention pédagogique provocatrice
déstabilisantes vis-à-vis des interlocuteurs. Il s'agit toujours de lâcher prise, d'abandonner tout préjugé, tout jugement, toute discrimination, de refuser tout choix, toute dualité, tout concept, toute imagination liée aux apparences, pour vivre simplement, naturellement, à l'instant présent, qui est la seule réalité. Le Chan est donc une synthèse de plusieurs courants philosophiques, bouddhistes et taoïstes. On peut dire que l'esprit du Chan résulte de plusieurs courants philosophiques qui, en se combinant, lui ont donné naissance. Le taoïsme, qui a inspiré l'esprit du non-agir Bovi et du vivre au naturel de Yin. Le bouddhisme originel, pour qui l'essentiel est le vécu de l'instant présent, ici et maintenant. En pali, Sanditiko. Le Mahayana, que l'on peut qualifier de précoce, de Nagarjuna, et les sutras de perfection de sagesse, Prajnaparamita Sutra, notamment le sutra du cœur, sutra du diamant, qui par la notion de vacuité, shunyata, khom, a conduit au non-attachement, au lâcher-prise. Le Mahayana dit tardif, qui a introduit la notion de nature propre, Swabhava de Tang, et de nature du Bouddha, Sattang. Cette combinaison des courants philosophiques aurait constitué une synthèse harmonieuse s'il n'y avait pas une certaine discordance soulevée par deux questions qui sont liées. Première question, qu'est-ce que l'éveil, Giác ngộ en vietnamien, Satori en japonais? Qu'est-ce que l'éveil exactement? Est-ce le but recherché par le pratiquant Chan? Deuxième question, que veut dire réaliser sa propre nature? Kintang, en japonais, Kensho, qui serait aussi synonyme de s'éveiller. En effet, beaucoup de Kong'an se terminent par un éveil subit, ce qui peut faire supposer que c'est le but recherché par l'élève autant que par le maître. Pourtant, beaucoup de maîtres Chan mettaient en garde leurs élèves et s'opposaient farouchement même contre la poursuite de cette illusion. Le Bouddha lui-même n'a jamais parlé d'éveil, de bodhi. C'est la légende qui l'a fait devenir parfaitement éveillé, Sama Sambodhi, après 49 jours de méditation sous l'arbre de Bodhi. Le but du bouddhisme originel est la cessation de la souffrance. C'est la compréhension profonde des quatre vérités qui permettrait de suivre l'octuple chemin y conduisant. Le Mahayana l'a remplacé par l'éveil, c'est-à-dire la réalisation de la nature de Bouddha en chacun, ou bien par le pays de la félicité de l'Ouest, Sukhavati, Taifun Kokla, pour l'école de la terre pure, Tikdo. Les notions de nature propre, Swabhava Tang, de nature de Bouddha, Phattang, d'embryon de Tathagata, Nyulaita, synonyme d'incité, de vérité absolue, ultime, sont apparus dans des sutras tardifs du Mahayana et se sont propagés au Chan, comme le montre le célèbre quatrain définissant cette école depuis Huineng, pointant directement à l'esprit, réalisant sa nature propre, on devient Bouddha. Pourtant, ce concept de nature propre, Swabhava,
est contraire au principe de vacuité shunyata et d'absence de nature propre, nisvabhava, énoncé par le Bouddha et par Nagarjuna. Cette notion d'éveil et de réalisation de sa nature propre n'est pas que théorique. Elle retentit aussi sur la pratique et la division en diverses écoles Chan. Pendant longtemps, la discussion portait sur l'opposition entre l'éveil subi de l'école du Sud et l'éveil graduel de l'école du Nord, avec une tentative de synthèse, c'est-à-dire d'abord éveil subi, puis éveil graduel, par le patriarche Tongmat au IXe siècle. Mais cette différence persiste encore entre l'école Lemte Rinzai, qui est subitiste et prône l'utilisation des Kong'an, et l'école Taodong Soto, qui est gradualiste et ne préconise que la méthode Shikantaza, s'asseoir seulement. Aujourd'hui, les expériences d'éveil ou d'extase mystique sont classées par les neuroscientifiques parmi les états modifiés de conscience, au même titre que les trans chamaniques ou les états hallucinatoires d'origine pathologique ou chimique diverses. Nous n'aurons pas le temps de nous étendre sur ce problème, mais disons simplement que c'est la conception actuelle des neuroscientifiques que l'éveil et ces états d'extase mystique ou autres états hallucinatoires ne sont que des états modifiés de conscience. Ainsi, pour terminer, l'esprit du Chan, ainsi débarrassé du mythe de l'éveil, devient plus accessible et compréhensible au plus grand nombre en tant que manière de vivre simple, sereine, libre, sans attachement et selon la nature. Je vous remercie de votre attention.